Docteur Safiatou Thiam, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice exécutive du Conseil national de la lutte contre le sida ici au Sénégal. Alors on se dirige vers la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie infectieuse. Cette année, est-ce qu'il y a un cachet particulier à donner à cette journée? Merci pour votre invitation et je voudrais aussi saluer vos auditeurs et vos téléspectateurs. La journée mondiale de lutte contre le sida de cette année a un cachet particulier parce qu'elle se déroule déjà en pleine pandémie de Covid-19. Et ce sera l'occasion justement de tirer les leçons de la riposte au sida dans un contexte difficile et aussi de comprendre que aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de lutter contre une maladie. Nous sommes dans un monde où il faut peut-être mobiliser tous les acteurs, mobiliser tout le monde pour la santé des populations, mais pas juste pour lutter contre les maladies. C'est pour ça que le thème choisi est important, c'est mettre fin aux inégalités en santé, mettre fin au sida, mais aussi mettre fin aux pandémies. Et pour le Sénégal, le cachet que nous voulons lui donner, c'est justement réduire les inégalités entre les adultes et les jeunes, entre les adultes et les enfants, dans l'accès aux services de prévention et de prise en charge du VIH. Docteur Safiatou Thiam, quelle est l'évaluation que vous faites des différentes stratégies qui ont été mises en œuvre par le Sénégal depuis des années pour lutter contre le VIH-Sida au Sénégal? Déjà, pour comprendre les stratégies qui ont été mises en œuvre, il faut comprendre la situation du VIH au Sénégal. Et toutes les stratégies répondent justement à cette situation. Au Sénégal, nous avons une épidémie qui est concentrée. Elle est basse dans la population générale, 0,3%, mais elle est très élevée dans certains groupes, comme le groupe des hommes qui ont des relations avec des hommes, il est de 27%. Vous voyez que c'est plus de 50 fois ce qu'il y a dans la population générale. Chez les consommateurs de drogue, au-dessus de 5%, 5 à 6%. Et chez les professionnels du sexe féminin également, c'est autour de 6%. Et donc, nous avons bâti une stratégie pour contrôler l'épidémie au Sénégal, c'est-à-dire lutter contre les nouvelles infections, en travaillant avec les femmes enceintes pour éliminer la transmission mère-enfant, en mettant en place des stratégies pour les groupes que j'ai cités, pour justement limiter la propagation du VIH, mais également une stratégie du traitement pour tout le monde. Donc accélérer le dépistage, aller chercher les personnes qui sont qui sont positives dans des groupes extrêmement difficiles à atteindre, les groupes que je viens de citer. Il y a aussi des groupes intermédiaires, les populations mobiles, les personnes vivant avec un handicap, etc., sont aussi des groupes dans lesquels la prévalence peut aller jusqu'à 4 fois, 5 fois et même plus que la population générale. Donc, notre stratégie est bâtie justement pour répondre à cette spécificité du VIH au Sénégal. Depuis longtemps, je pense depuis les années 90 à 2017, le taux de prévalence au Sénégal, je pense qu'il est estimé à 0,5%, notamment dans la population générale, en l'occurrence les 15 à 49%. Est-ce que cela reste un taux stable ou bien ça a baissé considérablement au fil des années? Quelle est la situation aujourd'hui? Le VIH au Sénégal est baisse. Nous avons, depuis 2005 à maintenant, observé une baisse de plus de 70% des nouvelles infections. Et également, de la prévalence est partie de 0,7% en 2005 à 0,3% maintenant. Donc la prévalence baisse, mais ce qui montre plus la baisse de l'infection, c'est les nouvelles infections. Les nouvelles infections baissent
Et le nombre de personnes sous traitement augmente aussi. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont mises sous traitement. Plus de 70% des personnes vivant avec le VIH aujourd'hui sont sous traitement. Et justement, c'est ça qui explique maintenant la baisse des nouvelles infections. Et le grand défi qui reste aujourd'hui, c'est ces populations difficiles à atteindre, aller les trouver, les dépister et les mettre sous traitement. Alors, de ce que vous m'expliquez, c'est plutôt un succès. Qu'est-ce qui a été à la base de ce succès-là, en termes de taux de baisse? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Le premier facteur, je pense, c'est la précocité de la réponse au Sénégal. On a mis en place la réponse, le plan de lutte contre le sida, le programme de lutte contre le sida, dès l'apparition du premier cas, avec un cas. Et ça dénote aussi d'un facteur qui peut expliquer le succès, c'est aussi l'engagement des autorités depuis le début. Ensuite, il y a eu l'engagement des communautés, les associations, les ONG, les religieux, les jeunes, les femmes. Donc au début, ils sont toujours nostalgiques, ils nous disent toujours, docteur, avant, il y avait une grande mobilisation parce que tout le monde parlait de sida. Et donc c'était un moment où il n'y avait pas de traitement et il fallait miser sur la mobilisation communautaire pour les messages, etc. Et je pense que, en plus maintenant de l'expertise médicale qui s'est mise en place, de l'accompagnement des partenaires et de toutes les ressources qui ont été mises dans la lutte contre le sida, je pense que c'est tous ces facteurs réunis qui expliquent effectivement ce qu'on peut appeler vraiment un succès dans la lutte contre le sida au Sénégal. Oui, il y a des avancées, certes, mais on ne peut pas ignorer les défis. Quels sont les défis aujourd'hui? Il y a énormément de défis. Le défi le plus grand, c'est que la réponse au sida au Sénégal est financée à 80% avec des ressources extérieures. Donc ça, ce n'est pas une réponse durable. Il faut qu'on ait une réponse qui repose sur des ressources nationales pour pouvoir vraiment parler de succès à ce niveau. Nous avons aussi, nous analysons finement nos résultats. Nous avons certes de bons résultats, mais chez les adultes, chez les enfants, l'accès au traitement reste faible. Il n'y a que la moitié des enfants qui devraient être soignés qui sont aujourd'hui sous traitement. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons aussi remarqué que les nouvelles infections baissent, comme je l'ai dit, partout, sauf dans la tranche d'âge des 19-24 ans, c'est-à-dire les jeunes. Donc, il y a justement une remobilisation des jeunes et c'est pour ça que nous avons placé la Journée mondiale de lutte contre le sida sous le sceau, en tout cas des jeunes, pour un peu remobiliser les jeunes et peut-être réapprendre avec les jeunes comment parler aux jeunes pour prévenir la transmission du VIH et en tout cas pour développer des services de prévention qui répondent réellement aux besoins des jeunes. Les jeunes manquent de connaissances, donc quand nous faisons les études de connaissances chez les jeunes, nous avons vu que les connaissances sont faibles chez les jeunes et chez les jeunes filles c'est encore plus faible. Donc il y a des efforts à faire pour les jeunes filles et les jeunes hommes. Mais le défi, un défi important, tout à l'heure j'ai parlé des populations clés de notre programme. Le défi important, c'est un environnement favorable pour travailler avec ces populations. Et vous savez que dans le contexte culturel de nos pays africains, c'est pas facile de mettre en place des services pour les homosexuels, de mettre en place des services pour les personnes qui prennent la drogue, de mettre en place des services pour des professionnels du sexe. Donc, c'est le défi du respect des droits de ces personnes, c'est le défi du respect du droit à la santé pour tout le monde, pour qu'on puisse justement, pour que ces personnes puissent avoir confiance à nos services et venir se faire dépister et se faire soigner quand ils en ont besoin. Et vous pensez que si ce contexte-là, ça améliorerait du coup la réponse contre le sida?
Oui, je pense que ce qui reste aujourd'hui, les personnes qui restent à être dépistées sont en majorité parmi ces personnes clés. Et donc, si on met en place en tout cas des services dans lesquels elles se retrouveraient, je pense que ça peut améliorer la riposte au sida. Et justement, c'est pour ça qu'on a la promesse de mettre fin à l'épidémie du sida. Parce que si on trouve toutes les personnes qui ont le VIH et qu'on les met sous traitement, personne n'est plus malade du sida et personne ne transmet plus le sida. C'est pour ça que justement on se dit qu'il est possible de mettre fin à l'épidémie du sida, mais à condition que tout le monde soit traité. Je vais un peu revenir en arrière. Vous avez fait cas de la baisse de nouvelles infections. Est-ce qu'on peut dire que globalement, la population a pris conscience de l'existence de cette maladie-là et que du coup, les gens s'infectent de moins en moins parce qu'ils font attention? Je ne peux pas dire cela. Parce que dans la population, c'est vraiment très large. Mais je pense qu'aujourd'hui, la communication positive qu'on fait du VIH pour montrer que c'est une maladie qui peut se soigner, même si tu ne guéris pas définitivement, quand tu prends tes médicaments, tu ne tombes pas malade, tu as une bonne espérance de vie. Je pense que cette communication a rassuré les personnes qui se sont traitées. Et ce qu'on a découvert plus tard, c'est que le traitement empêche la transmission du virus. Donc, le monde a mis devant l'accès au traitement. Nous avons beaucoup travaillé pour que les gens aient accès à ces traitements. Je pense que c'est ça qui a fait que la transmission du VIH a reculé. Mais je ne peux pas dire qu'il y a une proportion de personnes plus conscientes maintenant. Maintenant, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qui circulent dans la lutte contre le sida. Il y a beaucoup de moyens aussi pour trouver ces informations. Les jeunes peuvent s'informer sur Internet, etc. Avant, tout cela n'existait pas. Il fallait peut-être lire sur des affiches ou écouter la radio. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations disponibles. Mais en même temps aussi, il y a beaucoup de fausses informations qui vont circuler, et c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à travailler sur l'information et la communication à l'endroit des populations générales. D'aucuns pensent que le paludisme a longtemps décimé les populations africaines et qu'on a mis autant de temps pour trouver le vaccin, plus de 100 ans de recherche, parce que ça ne concerne principalement que les populations d'Afrique subsaharienne, si ce n'est récemment qu'un vaccin contre le palu a été trouvé. Est-ce qu'on peut avoir la même réflexion du sida? Je pense que pour le sida, on ne peut pas dire que la communauté internationale ne s'est pas mobilisée. Je pense qu'avant la Covid, c'était la maladie pour laquelle le monde s'est le plus mobilisé. C'est une maladie pour laquelle le monde a plus mobilisé de ressources. Et justement, c'est cette mobilisation autour du VIH qui a permis de mettre en place le Fonds mondial. Et en mettant en place le Fonds mondial, on s'est dit, c'est vrai, le VIH tue, mais le VIH est aussi lié à la tuberculose. Donc, on a mis la tuberculose. C'est vrai que le VIH et la tuberculose tuent, mais en Afrique, c'est le palu qui tue le plus et on a mis le palu. Donc, je pense que c'est le plus grand instrument de financement qui existe aujourd'hui dans le monde pour financer ces trois maladies. Donc, vraiment, la mobilisation du VIH n'a jamais faibli. Maintenant, avec l'avènement de la COVID-19, les priorités ont été orientées vers la COVID-19. C'était une urgence, comme au début du VIH, qui faisait peur à tout le monde. Donc, il y a eu effectivement ce risque, et ce risque est toujours là. Donc, c'est pour ça qu'il faut rapidement régler le problème de la COVID-19, surtout que c'est quand même une maladie aiguë, c'est un virus plus facile à gérer que le virus du VIH. Donc, pour les recherches, il y a eu beaucoup pour le paludisme comme pour le VIH, mais surtout pour le VIH, il y a eu quand même une vingtaine au moins d'essais cliniques qui sont en voie justement pour chercher le vaccin contre le VIH. Il y a eu beaucoup d'investissements pour la recherche du vaccin contre le VIH. Et justement,
cette technique d'ARN messager qu'on utilise aujourd'hui pour la COVID-19 était en train d'être étudiée pour être utilisée pour le VIH. Mais il faut comprendre que le virus SARS-CoV-2, qui est responsable de la COVID-19, est différent du virus du VIH. Le virus VIH est un virus qui mute beaucoup. Maintenant, les gens sont habitués aux mutations de virus. Je pense que la COVID-19 nous a accéléré les informations sur la santé. C'est très bien. Et donc, le virus du VIH est un virus qui mute régulièrement. Il n'y a pas un seul virus du VIH. Il y a des milliers de virus du VIH. Et je pense que c'est ça qui rend difficile le fait de trouver vraiment un vaccin contre le VIH. Mais il y a des candidats vaccins qui sont prometteurs et on espère que si la mobilisation ne faiblit pas pour le VIH, on va continuer à soutenir la recherche pour avoir un vaccin contre le VIH. Maintenant, un vaccin contre le palu, c'est encore plus difficile parce que là, ce n'est pas un virus et on n'est même pas habitué à des vaccins contre des parasites. Parce que le palu, c'est un parasite. Donc, c'est très difficile. Il y a des chercheurs qui ont travaillé même toute leur vie sur la recherche des vaccins. Et justement, moi, je pense à un de mes professeurs quand j'étais en Belgique. Je pense que c'est un des plus grands savants qui travaille, Guido van Dam. Ça fait 20 ans qu'il travaille sur la recherche du vaccin pour le paludisme. Et donc, c'est pour vous dire la difficulté de trouver un vaccin pour le paludisme. Mais bon, il y a des candidats vaccins aussi pour le paludisme, même si l'efficacité, voilà, mais l'efficacité est discutée en ce moment. Voilà, mais je pense que le monde scientifique a l'éthique qui lui permet de travailler de la même façon sur toutes les maladies, mais les ressources peuvent être limitées pour telle ou telle autre maladie. En ce moment, les ressources sont orientées vers la COVID-19 parce que le monde a peur de cette maladie.